Bonjour, alors aujourd'hui on va s'occuper du cas des solides ioniques et des dissolutions. Donc on fera la différence entre la concentration en soluté apportée et la concentration en ion, donc ce qu'on appelle la concentration effective en ion. Alors déjà un solide ionique c'est quoi? Eh bien ça va être un solide qui va être composé de deux ions, donc un cation chargé positivement et un anion chargé négativement. L'exemple le plus classique c'est le chlorure de sodium. Donc le chlorure de sodium qui a pour formule NaCl. Le sodium, c'est le Na. Le chlore, c'est le Cl. Donc on voit qu'entre le nom et la formule, les ions étaient inversés. Donc dans le nom, l'ion positif, il est là. L'ion négatif, il est là, alors que dans la formule, l'ion positif, il est en premier et l'ion négatif est en deuxième. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de garder en tête cet exemple-là, parce que c'est quand même l'exemple le plus classique de solide ionique qu'on connaît. Hein. C'est ce que vous mettez dans l'eau des pâtes, accessoirement. Donc de l'avoir en tête pour l'appliquer à tous les autres cas de solide ionique. Donc dans la formule, on met le cation en premier, puis l'anion, alors que dans le nom, on va commencer par l'anion et terminer par le cation. Et donc, quand on met du sel dans l'eau pour faire cuire justement ces pâtes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se dissout. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau, qui est une molécule polaire, je vous rappelle la formule en grammes, donc la molécule d'eau est coudée. Hop. Les deux doublés non-liants ici appuient sur les deux liaisons. Ça referme ici les deux, donc c'est une structure de doublé de type tétraédrique, c'est-à-dire que là on aurait deux électrons qui occupent un espace, deux électrons et deux électrons, bref, pour que la répulsion soit minimale, ça adopte une structure en tétraèdre pour tous les doublés d'électrons, et quand on regarde que la structure de la molécule, eh bien les doublés liants, eux, sont sous forme coudée. Bref, ici on va avoir une charge partielle moins 2 delta, ici plus delta, ici plus delta. Donc globalement, ici, on a une charge partielle négative centrée sur le haut, alors que globalement, entre les deux hydrogènes, ici, on a une charge partielle positive, donc située entre les deux hydrogènes. Ce qui en fait une molécule polaire. Je vous rappelle qu'une molécule polaire, on a ça quand le barycentre, même si on n'a plus ça comme ça, donc quand le centre géométrique des charges partielles positives et négatives ne coïncide pas. Donc, pour rappel aussi, pour déterminer si une molécule est polaire ou apolaire, il faut l'avoir dessinée en grammes. Regardez si chacune de ces liaisons est polarisée, c'est-à-dire si la différence d'électronégativité entre les deux atomes est supérieure à 0,4 strictement et inférieure à 1,7. Si c'est le cas, elle est polarisée. On aura une charge partielle delta moins sur l'atome le plus électronégatif et delta plus sur l'atome le moins électronégatif. Je vous rappelle que l'électronégativité, c'est la capacité qu'a un atome à tirer à lui les électrons d'une liaison. Bref, tout ça pour dire que la molécule d'eau, elle est polaire. Et qu'est-ce qu'elle va faire la molécule d'eau? Elle va aller voir le solide ionique et elle va aller se mettre entre les petits ions. Alors je vous mets la tête d'un cas, un solide ionique de chlorure de chlorure de. Voilà, donc je vous présente le chlorure de sodium. Les petites bouboules vertes, ce sont les ions chlorure, les plus gros. Les petites bouboules jaunes, ce sont les ions sodium, donc les plus petits des deux. Donc un ion plus et un ion moins, ça vient se coller. Normalement, la structure n'est pas éclatée comme ici, les ions se collent, se touchent. Et en fait, la molécule d'eau, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir s'immiscer entre les deux ions. Donc, après, elle va entourer différemment les ions Cl- et Na+. Elle va s'approcher des ions Cl- par les hydrogènes, parce qu'ils sont delta+, donc il va y avoir une attraction. Et pour les Na+, c'est vers la partie oxygène que ça va s'approcher. Parce que pareil, ça va s'attirer. Moins et plus, ça s'attire. Et au fur et à mesure, ça va fragiliser la structure. Et c'est comme si les molécules d'eau arrivaient à arracher au fur et à mesure des ions. Donc une fois que ça a arraché un ion de cette structure cristalline, on aura tout plein de molécules d'eau qui vont se mettre autour de cet ion. Donc autour de l'ion Cl-, il y aura des molécules d'eau avec les hydrogènes ici qui vont pointer vers le Cl-, alors que pour le Na+, ça sera l'inverse, ça sera les oxygènes qui vont pointer vers lui. Donc chaque ion va être solvaté, entouré de molécules d'eau, on dit aqueux.
dans le cas de l'eau. Voilà, alors ce qui va nous amener à écrire ce qu'on appelle les équations de dissolution. Pour modéliser tout ça, on va écrire une équation. Et je vais d'abord prendre le cas du chlorure de sodium. Donc je vous ai écrit la formule du chlorure de sodium. Attention, dans le solide ionique, on ne fait pas figurer les charges. Un solide ionique est un composé électriquement neutre, donc les charges plus et moins des ions se sont compensées. On ne va pas les mettre au-dessus un plus, là et un moins. On met un S pour dire que c'est un solide. Ce solide ionique, je le mets dans l'eau. Donc je vais juste mettre une flèche. Certaines personnes mettent eau au-dessus de la flèche. Moi, personnellement, j'en mets pas. On a vu que l'eau allait séparer les ions, puis les solvater. Donc je les sépare. Si je sépare l'ion du sodium, c'est Na+. L'ion du chlore, l'ion chlorure, c'est Cl-. Alors moi, j'aime bien entourer les charges. Comme ça les différencie des petits plus ou des doublés non-liants où il y a juste un petit bâton. Je mets un plus entre les deux, et comme ils sont solvatés par de l'eau, on va dire qu'ils sont aqueux, entourés de molécules d'eau, et donc je vais mettre un AC. Le AC et le solide, c'est pas forcément un indice, ça peut être juste à côté, voilà, juste à côté du truc, sans être forcément un indice. On voit les deux dans les sujets du bac. Donc ici, nous avons écrit l'équation de dissolution du chlorure de sodium. Mais on peut avoir des petites charges quand même. On peut avoir par exemple le CuCl2, le chlorure de cuivre 2, qui par dissolution donne quoi? Donc normalement, vous êtes censé savoir depuis le temps que le cuivre, son ion associé, c'est l'ion Cu2+. Ok. Entouré, mais là c'est un peu grossier comme trait. Plus, là le chlore, on a vu que c'était Cl-. Ces deux ions sont aqueux. Et là, si je laisse ça, eh ben, c'est pas équilibré. Parce que à gauche, ici, en haut, si j'ai rien, c'est que ma charge, elle est nulle. Ici, j'ai une charge plus 2, une charge moins 1. Donc, en fait, au global, ici, on a une charge plus 1. Et 0 égale à 1, il n'y a pas qu'en maths que c'est faux. Du coup, on va aller mettre, vous avez juste le droit pour équilibrer de mettre des nombres stoichiométriques devant les ions. Vous n'avez pas le droit de changer la nature des ions. C'est-à-dire que vous devez connaître un certain nombre d'ions classiques. Sinon, dans l'énoncé, on vous donnerait les formules. Et à partir de là, vous avez juste le droit de mettre des coefficients stoichiométriques. Donc là, si je mets un 2 devant, on aura 2 chlore, ce qui tombe bien parce que là, on avait 2 chlore, et le 2 se met aussi sur la charge. Donc on va avoir une charge plus 2, moins 2. C'est équilibré, c'est ajusté. On va se faire un dernier cas. Donc ici, on a un ion qui est composé de plusieurs atomes. Donc comme l'ion sulfate, SO4 que vous avez déjà rencontré au collège il y a un petit peu avant. Donc l'ion sulfate, lui, est composé de 2 petits atomes, le soufre et l'oxygène. Et bien là, on va avoir l'ion hydroxyde, HO-, composé d'un oxygène et d'un hydrogène. Bref, l'aluminium, ça provient de l'ion Al3+. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des molécules d'eau. Qu'est-ce que c'est ce truc? Vous vous souvenez du solide ionique? Eh bien en fait, quand un ion plus rencontre un ion moins, quand ils vont venir se coller, ils risquent entre les deux de piéger. Tiens, un bracelet. Donc on va dire que ça c'est une molécule d'eau. Je prends mon ion plus, mon ion moins, et en se collant, ils risquent, comme mon petit bracelet, de piéger des molécules d'eau dans le cristal. Donc là, vous imaginez que mes mains, c'est le cristal, les ions qui se sont collés, et à l'intérieur de la structure sont piégés des molécules d'eau. On dit que le solide ionique, il est hydraté. Donc ici, on a le solide ionique hydroxyde d'aluminium. Comme il y a 2 molécules d'eau qui va être dihydratée. Ok? Donc hydroxyde d'aluminium dihydraté. Ce qui fait que quand on va le mettre dans l'eau, il y a les ions là qui étaient collés qui vont se séparer, et en se séparant, je vais vous remettre le bracelet dedans, donc ils vont se séparer, et en se séparant, boum, ça fait tomber les molécules d'eau. Donc on va les récupérer de l'autre côté de la flèche. Donc on va avoir Al3+, plus 3 ions HO-, plus 2 molécules d'eau. Alors je vais aller effacer mes petits machins à droite là pour pas qu'on se confonde. Je pense à mettre les états physiques histoire de ne pas perdre des points. Donc l'eau dans cet état-là, elle va être à l'état liquide. Les ions sont à l'état aqueux. Voilà. Donc le solide ionique, hop, c'est effondré entre guillemets, c'est dissous en ion aqueux et ça a libéré les 2 molécules d'eau.
Alors, quand vous allez devoir calculer la masse de solide ionique à dissoudre pour réaliser une solution, il faudra faire attention parce que ces molécules d'eau, elles pèsent dans la structure. Donc, en fait, la masse molaire qu'on va utiliser ne sera pas la masse molaire que du solide ionique, mais du solide ionique dihydraté. D'ailleurs, sur les flacons, c'est ce qui est indiqué. On indique la masse molaire du solide hydraté. Alors, on peut avoir du dihydraté, du trihydraté, du pentahydraté, de l'hexahydraté. Donc, on peut avoir un certain nombre de molécules d'eau piégées en fonction de la structure du solide ionique. Donc, qui dit solide ionique dit dissolution, dit protocole à connaître, et le cas le plus classique, eh bien, c'est on dit « Oh, nous sommes au lycée » et le prof a demandé au technicien de lui faire une solution de telle concentration molaire à partir du solide ionique qui est dans le placard. Parce qu'en fait, dans nos placards, nos laboratoires, on a soit des solutions très très concentrées, donc on doit faire des dilutions comme la vidéo d'avant, soit on a des pots avec des poudres, parce que ça prend moins de place en fait tout bêtement, et donc on va en faire par dissolution des solutions qui nous correspondent. On a des balances soit normales, donc au gramme près, au 0,1 près, ou des balances de précision qui sont précises au milligramme près. Voilà, donc on va se lancer sur un exercice, justement, on va calculer la masse de solide ionique à dissoudre afin de réaliser une solution de concentration connue en l'indésion. Parce que moi, en fait, je ne suis pas obligée de dire je veux une solution à, je sais pas, 1 10-2 mol par litre de ce solide ionique-là. Je peux lui dire au technicien, moi je veux tel ion à telle concentration, le contre-ion, l'autre, je m'en fiche. Mais en fonction des quotients que vous avez là dans le solide ionique, ben, ça peut un peu changer. Donc on va voir ça. Alors voici l'énoncé que je vous propose. On souhaite préparer 250,0 ml de solution de sulfate de cuivre, on en parlait des ions sulfate, hexahydraté, donc là on est dans le dernier cas où il y aura des molécules d'eau piégées dans votre solide, à la concentration molaire en ion Cu de plus égale à 1,010.2 mol par litre. Alors déjà vous pouvez remarquer la façon d'écrire entre crochets. La concentration des ions sur notre entre crochets s'appelle la concentration effective. On va laisser le grand C quand ça va être la concentration en solide ionique. Bref, donc moi ce qui m'intéresse c'est cette concentration-là. On vous donne les masses molaires atomiques du cuivre, de l'oxygène, du soufre, et on vous demande dans un premier temps d'écrire l'équation de dissolution du solide ionique dans l'eau. Donc le solide ionique, il est formé des ions Cu2+ et SO4 Sa formule, ça va être CuSO4. Donc, vous vous souvenez, c'était l'ion Cu2+, l'ion SO4 Les deux charges ici se compensent. Je n'ai pas besoin d'en mettre 1 fois 2 fois 5 fois ce que vous voulez. C'est bon. Si je n'avais pas eu la même charge là et là, j'aurais pu mettre en indice un nombre de fois où j'aurais dû prendre l'ion pour que, au final, les deux se compensent. Les charges se compensent au final. Donc, ça c'est OK. Et on nous disait qu'il était hexahydraté. Donc, il y a 6 molécules d'eau. Je mets une virgule. Donc, ça c'est le moyen de dire qu'il y a des molécules d'eau piégées. On met une virgule. 6 H2O. Et on finit par solide. C'est-à-dire que votre solide, c'est ça dans lequel on a 6 molécules d'eau de piégées. L'équation de dissolution, donc on met ça dans l'eau. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des ions Cu2+, HAC, plus SO4 HAC, alors comme j'ai plus de place, j'écris ça à la ligne, plus 6H2O liquide. Comme on m'a déjà posé la question, je vous le dis, là, l'ordre des ions n'a peu d'importance. Vous auriez pu écrire SO4 en premier, Cu2+ après, c'est pas grave. C'est juste dans le solide ionique, en fait, ici, qu'il y a un ordre précis, le cation, puis l'anion. De ce côté-là, quand tout le monde est solvaté, on s'en fiche. Calculer la masse de solide ionique à prélever. On va servir l'équation de la stoichiométrie. On peut faire un tableau d'avancement, mais c'est un petit peu plus long. Et tout ça, je vais l'appeler le soluté, parce que c'est un petit peu long quand même à écrire. Le nombre de moles de soluté sur son coefficient stoichiométrique, qui est 1, ça va vous rappeler les titrages, qui est 1 parce qu'il n'y a rien, va être égal à la quantité de matière de Cu2+, sur 1, et on aurait pu également écrire égal à la quantité de matière de SO4 sur 1. Alors là, les coefficients sont de 1, donc il n'y a pas de souci. La concentration en soluté en tout ça sera égale à la concentration des ions. Donc la concentration en soluté apportée, on appelle ça, sera égale à la concentration effective de chacun des ions. Mais si vous aviez un 2 ici, par exemple si là on avait un 2,
eh bien, on aurait un facteur 2 entre la concentration en soluté apportée et la concentration effective des ions. Et là, il faut faire vraiment attention parce que dans les énoncés, on peut vous donner la concentration en soluté apportée. Et si vous avez un petit coefficient dont vous n'avez pas fait attention, vous risquez de vous planter dans la concentration en ions. Voilà, donc en fait, c'est un réflexe qu'on n'a pas forcément. Regardez bien, hein, si c'est la concentration en soluté apportée qu'on vous donne, si la concentration en ion est la même, si le coefficient est bien de 1. Alors, ensuite, moi, je me souviens de quoi? Tiens, j'écris en rose. Je me souviens que N, c'est égal à C fois V solution. Donc, si je veux un lien entre les concentrations, je vais faire N sur V solution. Donc, tout ça, là, je vais le diviser par le volume de solution. Et si je fais ça, nombre de moles divisé par un volume de solution, ça me donne la concentration en soluté apportée sur 1, qui est égale à la concentration en ion Cu2+ sur 1, qui est égale à la concentration en ion SO4- sur 1. Bon, et sur 1, ces étapes-là, on aurait pu les enlever parce qu'on les a mis une fois, ça veut dire qu'on a bien fait attention, mais encore une fois, vous pouvez avoir un facteur 2 entre la concentration effective et la concentration en soluté apportée. Je sais, je rabâche, mais j'espère que ça va rentrer. Donc, à quoi ça me sert ça? Eh bien, je vais pouvoir, grâce à la concentration en Cu2+ qu'on me donne, avoir la concentration en soluté apportée. Et on a vu quoi d'autre? On a vu que la masse, enfin la quantité de matière, je prends dans le même sens que ce que je vous ai fait, égale à la masse sur la masse molaire. Donc en couplant ces deux formules-là, on va pouvoir avoir une relation entre la masse de soluté à prélever et sa concentration. Je passe tout ça et je vous le fais. Alors, je changeais d'avis, j'avais mis soluté. Bon, je trouve ça plus cohérent d'appeler ça solide ionique, ok. Pour bien que vous voyez que c'est le solide dont on parle. Donc, j'ai pris cette formule-là, j'ai isolé le M, ça fait petit m égale à petit n fois grand M. Donc, la masse du solide ionique, c'est la quantité de matière du solide ionique fois la masse molaire du solide ionique. Or, N égale à C fois V sol, donc la masse du solide ionique, c'est égal à la concentration en solide ionique, qui est égal à Cu2+, je le remplace directement par Cu2+, parce que je l'ai dans les données, fois le volume de solution. C'est quoi le volume de solution? C'est 250,0 ml, fois la masse molaire du solide ionique. Donc ça, c'est ma formule qui va me permettre de calculer à chaque fois la masse de soluté à prélever. Est-ce que je peux l'encadrer? Hop là. OK. Donc ça serait à retenir la masse en grammes, la concentration en mol par litre, le volume en litres et la masse molaire en grammes par mol. On va aller calculer la masse molaire. Donc la masse molaire du solide ionique. Le solide ionique, c'était le CuSO4 6H2O. Ça a été égal à la masse molaire du cuivre, ici, plus la masse molaire du soufre, plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène, plus 6 fois la masse molaire de la molécule d'eau. Alors j'aurais pu mettre 6 fois 2H, 6 oxygène, donc là j'ai juste voulu aller un peu plus vite. Je remplace par les valeurs qui étaient ici, et la molécule d'eau, donc ça pèse, la masse molaire vaut 18,0 g par mol. Et on trouve 267,5 g par mol, donc c'est là où je vous avais dit de faire compte les molécules d'eau dans la masse molaire. On va remplacer dans ma formule, donc la concentration, la valait 1,010 moins 2 mol par litre. Le volume de solution, c'était 250,0 ml. Vous vous souvenez que on ne zigouille pas le 0 d'après la virgule, chiffre significatif, c'est important. Et milli, c'est comme 10-3, donc je mets 10-3 pour le mettre en litres, fois 267,5. Au niveau des chiffres significatifs, j'en ai 2, j'en ai 4, je garde le plus petit nombre possible, donc on va en garder 2, et moi, en faisant ça, j'avais 0,67 g. Ce qui veut dire que pour réaliser 250 ml de solution de sulfate de cuivre, dont la concentration effective en ion Cu2+ vaut 1,010 mol par litre, il me faudra mettre dans une fiole jaugée 0,67 g de ce solide ionique, donc de CuSO4 6H2O. Et donc justement, on va vous demander un protocole pour réaliser cette dissolution. Donc c'est parti.
pour réaliser une dissolution, il va vous falloir une balance de précision, parce que là quand même c'est une petite masse. Donc je prends ma balance de précision. Sur cette balance, je pose une coupelle de pesée ou un sabot de pesée, hein, ça dépend ce que vous avez au labo, et j'appuie sur le bouton TAR. En faisant ça, ça se met pile à 0. Ensuite, à l'aide d'une, on va dire que c'est une spatule, à l'aide d'une spatule propre et sèche, je vais aller mesurer 0,67 g de solide ionique, CuSO4 6H2O solide, donc je le mets, hop, 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 hop. Ensuite, je vais prendre une fiole jaugée de 250,0 ml, on y tient, donc 0,0. Mais si vous mettez directement la coupelle au-dessus, vous allez en mettre partout. Donc qu'est-ce qu'on prend? On prend un entonnoir à solide. Parce que les entonnoirs à liquide, en fait, le goulot est tout petit et ça va un peu boucher, il va falloir que vous y alliez avec la tige de fer. Donc, on prend un entonnoir à solide, on le met dans le haut de la fiole jaugée et on va verser le contenu de votre coupelle de pesée à l'intérieur. Mais il se peut qu'il reste des petits grains sur cette coupelle de pesée ou sur cet entonnoir. Donc vous allez prendre votre piscette d'eau distillée, vous allez rincer la coupelle de pesée, rincer l'entonnoir et récupérer les eaux de lavage à l'intérieur de la fiole. On ne va pas faire ça au-dessus de l'évier, parce que sinon vous allez perdre du soluté que vous avez pesé. Donc on rince la coupelle, on rince l'entonnoir et dans ma fiole jaugée, on récupère tout ça à l'intérieur. Parce que de toute façon, on aurait dû compléter l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Donc on peut mettre de l'eau distillée, il n'y a pas de souci. On met de l'eau distillée, d'ailleurs, avec votre piscette. On s'arrête à peu près aux 3/4, 2/3, moitié de la boule. Hein, donc, on ne dit pas de la boule dans l'écrit. On dit qu'on s'arrête aux 2/3, 3/4 ou la moitié de votre fiole jaugée. On va boucher. Encore une fois, là, vous ne mettez pas le petit doigt, hein, vous mettez le bouchon. Et on agite. Alors là, ça ne sera pas pour homogénéiser la solution, ça va être pour dissoudre le soluté, hein, pour dissoudre le solide ionique. Donc là, vous agitez frénétiquement jusqu'à temps que vous ne voyez plus de grains. Une fois que c'est fait, vous complétez à la piscette d'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Alors là, c'est pareil, ça serait pas mal de s'arrêter un petit peu avant le trait de jauge. Pourquoi dire que le trait de jauge il est là, d'accord? Et vous prenez une pipette Pasteur. Donc, comme on a vu la dernière fois, vous prenez un bécher, vous mettez de l'eau, vous prenez avec la pipette Pasteur. Vous prenez votre fiole jaugée et vous fermez un œil et vous ajustez le 0 à la goutte près. Encore une fois, donc ça c'est le trait de jauge. Le bas du ménisque doit toucher le trait de jauge. Quand c'est fait, vous montrez la fiole au professeur avant d'agiter pour lui montrer votre trait, parce que si vous agitez, il se peut que certaines gouttes d'eau restent sur le bouchon, sur les parois du haut et faussent votre niveau. Ça serait ballot, alors vous vous êtes appliqué avec votre pipette Pasteur. Puis devant lui, vous agitez pour homogénéiser la solution. Tadam! C'est prêt! Donc voilà pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Au revoir.